Bonsoir, bonsoir et merci d'avoir choisi en cette journée printanière extraordinaire d'être avec nous ce soir donc pour cette rencontre Marie-France Bazot à portée de main. Je m'appelle Vanessa Bell, j'aurai le plaisir d'échanger avec Marie-France Bazot qui se joindra à nous dans une toute petite minute, mais avant, j'aimerais vous dire quelques mots d'usage. Donc déjà, ce rendez-vous est possible grâce au Salon du Livre de Trois-Rivières avec la collaboration de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Deux petites choses à savoir. Donc, le livre dont nous discuterons ce soir, qui s'appelle Nous méritons mieux, repenser les médias au Québec, est disponible à la vente dans le stand virtuel de la maison d'édition. Donc, sur la page d'accueil du Salon du Livre de Trois-Rivières, il y a un bouton qui se nomme Salon virtuel. Il vous permet de visiter tous les stands des éditeurs présents et même de bouquiner par genre littéraire. Et sachez que ce soir, pour les personnes qui nous écoutent donc en direct, il y aura une copie du livre qui va être tirée au hasard, donc parmi les gens qui nous regardent, qui assistent à la représentation en direct. Il s'agit simplement de remplir le formulaire qui est situé juste au bas de l'écran pour participer au concours. Donc, sans plus attendre, celle que nous attendons tous et toutes, Marie-France Bazot, bonsoir. Où êtes-vous? Bonsoir. Où Bonsoir, es-tu? Vanessa. Alors, je suis à Montréal. Il fait 21 degrés, ce qui explique ma tenue légère. Et je suis dans mon bureau et ravie d'être là. Bonsoir, tout le monde. C'est formidable. Je suis à Québec. Il fait plutôt froid, donc j'ai un col roulé Oui, et je me tiens au chaud dans le rayon du soleil. c'est ça, Euh, les deux extrémités, pas les deux extrémités, mais deux bouts de la veine, en tout cas. Marie-France, tout d'abord, on a convenu qu'on se tutoyait, donc pour Voilà. ne pas choquer personne, je le dirai de vive voix. Marie-France, donc, tu es animatrice, productrice, autrice, sociologue de formation et le 10 novembre dernier, tu faisais paraître cet ouvrage fort intéressant qui s'appelle donc Nous méritons mieux, je pense qu'on peut dire un plaidoyer d'amour Oui, pour les médias, oui, mais aussi et surtout pour le public. oui, c'est vraiment. Je l'ai écrit. Euh, Sachant que les gens des médias allaient le lire, je l'ai écrit sachant que mon milieu allait le lire et que ça froisserait peut-être quelques égos ou que ça ferait que certaines personnes se diraient Ah oui, il y a quelqu'un d'autre qui pense ça aussi. Donc, je savais qu'il serait lu dans les médias, mais je l'ai écrit avant tout pour le grand public, ceux et celles qui lisent les journaux, qui écoutent la radio, qui regardent la télévision, qui souvent se disent, ben voyons donc, comment ça se fait? Comment ça se fait que c'est ça? Comment ça se fait que c'est partout pareil? Comment ça se fait que ça va pas plus loin? On me prend-tu pour un épais? La réponse Hum. est souvent oui. Et je m'inclus là-dedans parce que effectivement, je suis de l'autre côté, j'en produis, j'en mange, je suis dans ce milieu-là depuis toujours, mais en même temps, je regarde, je lis, j'écoute, et souvent, je me dis, mais voyons donc, ils nous prennent-tu pour des épais? Alors, Hum. c'est le nous du titre, c'est vraiment nous, grand public, parce que même quand on y travaille, nous sommes aussi publics. Alors, nous, le grand public, nous, les citoyens, nous, les consommateurs, euh, méritons parce que oui, on a le droit d'avoir plus et mieux, ben voilà, c'est clair. Alors, le titre est vraiment. C'est mon éditeur qui l'a trouvé. C'était écrit dans le livre. Il m'a dit je cherchais vraiment un titre qui frappe un peu. Et je ne le trouvais pas, puis il m'a dit, tu vas voir, il sera dans ton livre. Et à un moment donné, il a dit, ben c'est ça, tu l'as écrit. Alors voilà, nous méritons mieux. Et ça veut tout dire. Ça veut tout dire, il avait parfaitement raison. Et dis-moi, Marie-France, ce livre-là donc est paru aux éditions du Boréal. Qui est cet éditeur? On peut quand même lui passer le bonjour par le fait même. Oui, ben c'est Jean Bernier qui travaille au Oui. Boréal, qui a édité. Je ne savais pas trop c'était quoi exactement le travail d'un éditeur. C'est de prendre ta première idée, euh, de te challenger, de te dire carrément, euh, je vois l'idée, je sens un propos, mais je ne vois pas un livre. Ce n'est pas encore un livre. Pas encore. Retravaille. Alors, c'est de te faire retravailler. À un moment donné, le livre apparaît dans la masse.
Et là, il te fait retravailler de manière beaucoup plus pointue. OK, regarde, quand tu dis ça, tu t'adresses à des gens qui connaissent ça. Donne-moi des exemples, sois plus précise, de qui tu parles, de quoi tu parles. Donc, vraiment un travail très fin. On commence par, j'ai vraiment l'allégorie du sculpteur, tu commences très gros dans une masse de glaise, puis à un moment donné, tu en es rendu à faire de la dentelle, mais qui est nécessaire. Alors, il y a eu un premier jet qui a été pratiquement jeté, Oui. et après ça, il y a eu ce qu'on voit, c'est la troisième réécriture à part le premier jet qui a été. Donc, ça a été vraiment beaucoup de travail, beaucoup de remise en question, beaucoup de confrontation avec moi-même, Je me suis beaucoup parlé. Il m'a beaucoup parlé, mon éditeur, puis je me suis beaucoup parlé aussi. Mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis, Marie-France, parce que justement, c'était ma première question et c'est là où je voulais aller. C'est-à-dire que j'avais entendu dans une entrevue avec Marie-Louise Arsenault, notamment, que c'était effectivement la V3 qu'on avait entre les mains Oui, avec ce livre-là. Mais je suis curieuse de savoir et je trouve ça intéressant parce que tu parles du travail d'écriture en disant, oui. je me suis parlé, nous nous sommes parlé. Et donc, tu viens d'un travail de la voix, d'un travail qui est vraiment Mm. campé dans la voix et pourtant le livre, ben pas pourtant, mais plutôt heureusement, le livre a une belle qualité donc dans l'écriture et je me Merci. demandais ben, ça me fait plaisir. Et je me demandais cet écart-là entre venir d'un média parlé et décider de faire un essai, parce que c'est quand même pas rien. On aurait pu choisir une autre forme, peut-être moins aride, des fois pour certains, que l'essai. Mais cet écart-là, est-ce qu'il était confortable? Est-ce qu'il a été facile à traverser de passer de l'idée de cette voix-là qui se parle au livre écrit? Oui, très judicieux comme remarque parce que le problème, c'était plutôt que j'écris aussi. J'écris pour l'actualité et écrire des articles, c'est une chose, écrire un livre, c'est une toute autre chose. C'est comme faire des chroniques puis animer. C'est pas une question de quantité et de faire plus long ou de faire plus de temps. C'est un point de vue complètement différent. Ça, je le savais bien. Mais entre le savoir, tu sais, on dit toujours, pour faire des Oui, bonnes entrevues, il faut écouter. ouais. OK, ça prend 10 ans à apprendre à écouter, minimum, en faisant des Mm. entrevues tous les jours. Fait que je savais que ce n'était pas des chroniques que je devais écrire et j'avais vraiment l'impression, dans le premier tas de boue dont je te parlais, que je n'avais pas écrit de chronique. C'était des Mm. chroniques. Et il a Mm. fallu pour ça tout jeter, on n'a rien gardé. Il a fallu complètement écrire, sentir le fil, euh, partir vraiment d'autres choses. Moi, dans les chroniques, le but, c'est toujours de faire extrêmement précis, extrêmement pointu, trouver le mot parfait, puis que ça rentre dans 800 mots, Ouais. dans ce qu'on te commande. Alors que là, j'avais des soucis, des problèmes à faire trop long. J'avais l'impression d'être plate. Et Jean me disait, explique, donne des exemples. Et tu veux que je fasse plus long? Oui! Pas juste plus long, pas juste plus long. C'est un peu contre nature, là. C'est complètement contre nature, complètement. Puis à un moment donné, j'ai trouvé le fil, j'ai compris ce qu'il voulait dire et ça finit par aboutir. Ça finit par aboutir, mais vraiment, ouais, je me suis beaucoup parlé, je me suis beaucoup fouettée. Puis en même temps, à un moment donné, quand je me suis installée là-dedans, c'était vraiment le fun. Puis quand la dernière version a été finie de corriger, je me suis sentie complètement dépossédée et d'écrire des chroniques était l'affaire la plus plate au monde. Vraiment. Ah ouais, hein? Ouais. Donc, on peut attendre d'autres livres de ta part, Ah, Marie-France. j'ai vraiment eu envie. Et c'est très drôle que tu me dises ça parce que j'avais un projet solo que je veux faire. Puis là, j'ai un ami qui est essayiste aussi j'en dis pas plus parce qu'il ne l'a pas dit encore, mais avec un ami essayiste qui avait lu mon livre, moi j'ai lu son livre, les deux livres sont sortis à peu près en même temps, et on s'est lu mutuellement, puis on s'encourageait, puis on trouvait des points, puis on motivait l'autre, et on s'est dit, on va écrire un livre ensemble. On a trouvé notre sujet,
Oh, Ça peut sembler très, 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 très politique. Je te dirais pas c'est quoi pour l'instant, une espèce de c'est très superstition. difficile de vivre dans toute C'est cette très attente. politique, mais on va l'aborder par la sociologie, par la littérature, on va l'aborder par un tout autre angle. Bref, on a décidé ça lundi soir. On est très, 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 très motivés, très énervés, puis on va écrire à deux. Ça, c'est vraiment à chaud. Puis je pense qu'une fois qu'on a la piqûre, justement, de Ouais, faire des livres, ça devient complémentaire aussi, puis ça peut transformer, ce que je trouve super intéressant, puis ce que j'ai hâte de voir même dans un prochain livre, bien que c'est très bien fait dans celui-là, mais j'ai hâte de voir comment ta pensée, Marie-France, en plus en dialogue avec quelqu'un d'autre, parce que le ouais, dialogue fait partie prenante de ton travail, de ta manière d'être dans les médias, et j'ai c'est hâte de vrai. voir comment ça va transformer peut-être ta manière d'écrire ou de penser, tout ça. C'est très, très excitant. Ben, merci. Ben, ça me fait Tu me plaisir. confortes dans cette idée-là. Ouais. Mm. Euh, écoute, je vois le temps filer et je savais que de 25 minutes, je n'en aurais pas assez. Je le disais très humblement cette semaine. J'ai fait beaucoup d'entrevues dans ma vie, mais rares sont les entrevues que j'ai faites avec des personnes qui ont participé activement à la construction de ma pensée comme jeune femme, comme adolescente même. Donc, Ah, ouais. ben oui, merci, merci pour Ben, ça, merci. merci. Merci aussi aux diffuseurs qui ont mis ces émissions-là en ondes. Et je prends justement à propos, tu disais il y a quelques instants, on a sorti notre livre en même temps. Et des livres sur la crise qui sévit dans les médias présentement, il y en a quand même 4 ou 5 qui sont Oui, parus dans les derniers mois. oui, Je prends comme exemple, par exemple, Tombée médiatique de Michael Bergeron, avec qui il exact. y a eu des entrevues croisées, Oui, où tout le monde souligne les mêmes évidences, c'est-à-dire une crise de confiance entre les médias et le public d'une part, mais aussi les fameuses codes d'écoute, le financement public qui va financer autant l'industrie privée que publique. Et on se disait juste avant d'entrer en onde, Marie-France, tu te souviendras bien sûr, ça fait quelques oui, minutes, oui. que entre l'apparition de ces livres-là et même la fin de l'écriture, parce qu'il y a toujours un délai entre la fin de l'écriture et l'apparition, et maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et j'aimerais, pour mettre à table, pour les gens qui nous écoutent, qui ont aucune idée de Nous méritons mieux, donc repenser les médias au Québec, euh, quel est ce constat-là? D'où on part présentement? Parce que c'est beau de dire qu'on prend pas les gens pour des caves, mais qu'est-ce qui cause cette crise-là, en fait? Hum. J'ai l'impression que c'est pas indépendant de ce qui se passe dans la société, ou en général, on le voit au Québec, mais on le voit en France, on le voit aux États-Unis, on le voyait avec Trump. Il y a une méfiance, une défiance entre la population en général et ses élites. Et les médias font vraiment partie de l'élite. Nous tous qui travaillons dans les médias sommes une élite, parfois économique, souvent professionnelle ou intellectuelle. On fait partie de l'élite et l'élite s'est coupée pour toutes sortes de raisons sociologiques, politiques, économiques, s'est coupée de la base et dans les médias, on écoute très peu ce que les gens ont à dire, ce qui fait, pour donner des exemples Oui. d'ailleurs, les Gilets jaunes en France, où toute la classe médiatique et politique se dit, mais d'où ils sortent? C'est quoi? Comment ça se fait qu'ils pensent comme ça? On ne les Hum. avait pas vus venir, on ne les avait pas écoutés, et pourtant, c'était là, et c'est quand même un gros phénomène. Aux États-Unis, en 2016, quand Trump a été élu, il y avait plein de signes, il y avait plein de voix. J'avais un roman graphique à la maison qui parlait des déclassés, les mineurs de charbon à qui Trump avait fait des promesses inouïes, Ouais. les dépossédés dans toutes sortes de villes ou de régions rurales des États-Unis. Et tu le voyais, tu lisais un roman graphique, une bande dessinée en noir et blanc, et c'était écrit, et c'est paru en 2015, c'était écrit que Trump allait, on ne parle pas de Trump du tout, mais tu comprends qu'il allait gagner. Donc, il y a des gens De qui ont l'air du des temps. antennes qui avaient senti l'air du temps et qui voyaient cette déconnexion. Et nous, dans les médias, on ne l'a pas senti pendant la première partie de la pandémie. Enfin, je ne veux pas dire pendant la pandémie, parce que nous sommes encore en pandémie. Euh, Pendant le premier confinement, Pendant le peut-être. premier confinement, on a vu apparaître les complotistes, les anti-vaccins, ces gens qui se méfiaient du gouvernement, des scientifiques, des médias en général, qui étaient extrêmement critiques et féroces envers les médias. Et
on ne les a pas vus venir et ils sont à peu près 10% de la population. 10%, c'est pas rien. C'est une personne sur 10. Il y en a dans ta famille, il y en a chez tes voisins, il y en a autour de nous, il y en a partout. Mhm. Et c'est des gens qui ont, moi, je trouve qu'ils ont le droit de l'exprimer. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais si on ne l'entend pas, on se magasine des problèmes de société. Et les médias sont coupés de ça. Et comme tu Ouais. dis, il y a ce facteur économique. Il faut savoir que en télé, en tout cas, que ce soit pour des productions privées ou pour la télé publique, nous payons tous. Il y a des crédits d'impôt, il y a toutes sortes de systèmes de redevance qui font que nous payons tous pour ça. Donc, nous devrions tous être entendus, représentés, avoir des émissions qui nous confortent, qui nous rassurent, qui nous interpellent, qui nous bousculent, bref, qui nous divertissent, qui nous font toutes sortes d'affaires, mais il n'y a personne qui devrait être mis de côté. Or, si tu aimes les émissions littéraires, tu es bien mal loti. Si tu aimes la culture, tu n'es pas très, très servi. Si tu es différent, si tu es plus vieux ou plus jeune, ou d'une autre couleur, tu n'es pas très, très servi. Il y Mhm. a toutes les diversités. Et c'est là, c'est intéressant ce que tu dis. Il y a des choses qui ont déjà changé. On a vu à Télé-Québec un concours de rap. Ouais. La Ouais. fin des faibles, c'est quand même pas rien. On commence à voir apparaître la diversité. Nouveau entre en ondes la semaine prochaine avec un bulletin de nouvelles qui fait vraiment belle place à la diversité. On commence à voir des gens qui viennent d'un peu partout du Québec, mais de différentes nationalités dans nos téléromans, dans nos téléséries. On dirait que je ne dis pas que c'est à cause de mon livre, parce qu'il y en a eu plein en même temps, mais on dirait que cette réflexion-là était due pour accoucher, elle était mûre. Oui. Plusieurs auteurs l'ont vue en même temps, synchronicité folle, ont parlé de la même affaire, puis les diffuseurs commençaient à sentir probablement les récriminations, puis l'appel des réseaux sociaux où tout le monde dit que, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, c'est supposé nous représenter cette télé-là, cette radio-là, ces journaux-là, et on ne nous entend pas. Donc, il y a du changement. Il commence à y avoir du changement. Et tu le dis toi-même dans ton livre, entre l'idéation d'un projet, du moins à la télévision, et sa concrétisation, c'est-à-dire sa mise en onde, il y a à peu près comme pour un livre, un bon 2 ans qui se Oui, passe. oui, Donc, il y a quelque chose qui est en montée fulgurante visiblement depuis 2 ans. Et je trouve ça super intéressant ce que tu dis, Marie-France, parce que évidemment, tu évoques le droit de parole, le droit de parole et le droit d'être en désaccord aussi. Et ça oui, fait partie de ton ADN d'animatrice et peut-être même de sociologue, bien sûr. On l'a oui, vu plusieurs fois à la télévision dans les différents projets que tu as pilotés, animés, étaient conviés à la même table des opinions de oui. tous les horizons, qui pouvaient justement se parler dans un franc-parler même. Et j'avais envie de te poser une question, puis c'est pas une question piège, là, mais elle me chicote, mais je veux savoir, à titre de productrice, donc, comment est-ce que toi, tu peux contribuer, parce que le livre parle beaucoup des programmateurs, donc de qui va Oui. choisir de ce qui est en ondes. Mais à titre de productrice, comment tu peux faire ou qu'est-ce que tu fais déjà? Parce que c'est quand même, on est loin des producteurs dans la vie Oui, oui, pour oui. briser ce cycle de végétariat-là et qui permet donc d'entendre des paroles de différentes communautés économiques, culturelles, intellectuelles, ethniques, corporelles, pour nommer que celle-ci. Oui. Euh, D'abord, ça dépend de quel type d'émission tu parles, dans quel type d'émission tu produis comme producteur. Euh, pour l'instant, ma plus grosse production, c'est Il y a du monde à Metz, animé par Christian Bégin. On s'entend que c'est un show dans la bienveillance. Il faut aller avec ce que nous a commandé Télé-Québec et avec la personnalité de Christian, qui n'est pas quelqu'un dans la confrontation, mais qui est vraiment quelqu'un comme il le D'accueillant. dit souvent, j'embrasse, j'accueille ta différence. Alors, on va vraiment là-dedans et on a depuis la pandémie, on va continuer, on commence la 5e saison et on continue avec le même pattern d'avoir 4 invités, plus un invité qui chante. Et les 4 invités qui sont assis à la table, on s'est vraiment donné comme parti pris d'avoir 2 vedettes parce que
c'est de la télé. Puis si tu veux accrocher une partie de l'auditoire, il faut que tu aies un nom qui va les interpeller. Puis dire, ah, tiens, c'est intéressant. Mais au passage, il y a deux autres invités, donc 50% des gens qui sont assis autour de la table, qui ne sont pas connus ou très peu connus, qui Mhm. font des choses complètement différentes, qui sont astrophysiciens, qui sont une artiste qui travaille le textile et qui s'est toujours fait dire, mais voyons donc, c'est une affaire de fille et elle a une démarche féministe en art et elle décide Ouais. de travailler le textile. On a toutes sortes d'invités, donc, qui ne sont pas connus. On s'est mis vraiment euh, on s'est mis des quotas maison. C'est vraiment, personne ne nous l'a Ouais. demandé. Nous, à l'émission, on a décidé qu'il allait avoir quelqu'un d'une diversité euh, d'une diversité culturelle, qu'on parle de Premières Nations ou qu'on parle de gens d'autres origines, des Québécois d'autres origines, à l'émission, il y allait en avoir une personne. On ne peut pas couper une personne en deux. Là, donc, une personne sur les quatre allait représenter une voix différente, une voix qu'on n'entend pas très souvent. Et puis, on fait souvent de belles rencontres et on se fait dire nous, on trouve, mais on se fait dire par nos téléspectateurs que leurs plus belles découvertes sont, et la personne qui les ravit le plus, dont la parole les ravit le plus, c'est tout le temps quelqu'un qui n'est pas connu. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis Hmm. normalement, ça va contre le grand livre de la télévision. Puis on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'émissions qui commencent à faire ça aussi. On va chercher un expert qui a des choses passionnantes à dire, mais qui n'est pas la personne qu'on entend d'habitude, ou quelqu'un qui fait vraiment des choses étonnantes, ou qui a une vie hors norme, ou qui nous montre par Ouais. son vécu, par son apparence, par sa provenance, ou par sa pensée qui nous amène ailleurs. Donc, il faut s'obliger, puis vraiment, 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 le public est tout sauf con. Et Hmm. il y a beaucoup de diffuseurs qui ont toujours, par le passé, parlé des gens d'une manière un peu méprisante. Puis voyons donc, ils n'aimeront pas ça, ils ne sont pas capables de suivre, ils n'ont pas le niveau qu'il faut, puis tout ce qu'ils veulent, c'est de la vedette. C'est tellement méprisant, Vanessa, c'est tellement méprisant. Moi, comme personne, ça me heurte profondément. Alors, j'essaye de faire ma part pour ne pas faire vivre ça aux téléspectateurs ou aux auditeurs ou aux lecteurs. Oui, puis en fait, ce que j'entends dans ce que tu dis, Marie-France aussi, c'est peut-être même un retour à cette télévision des années 70-80 où la vedette, donc à l'animation, était un prétexte pour dire aux gens, venez en confiance vers nous et on va vous faire découvrir d'autres manières d'être au monde. Mm. Et j'entends aussi dans les personnes qui ne sont pas nécessairement du milieu médiatique, ben, ils ont aussi un franc-parler, ils ont une manière de Oui, s'exprimer qui va absolument. peut-être justement rejoindre ces différentes populations-là qu'on tente de rameuter. Oui, Je lisais ce livre-là, puis je me disais, je ne faisais que penser à Tandis que j'agonise, parce que tu disais, ben pendant qu'on agonise, parce qu'il y a peut-être ce oui, parti-là de la télé et vit une agonie présentement. Est-ce qu'elle est définitive? Est-ce que ce sera sa fin? C'est à voir ce qu'on va c'est à en voir, faire. oui. Oui, il y a vraiment beaucoup de choses dont je nous souhaite une autre rencontre. Je nous souhaite d'avoir du Ben temps moi pour aussi, vraiment. ouvrir ces idées-là. Mais avant qu'on se quitte, euh, j'aimerais quand même t'entendre sur cette question sur laquelle tu reviens vraiment souvent dans l'essai, et c'est sur la responsabilité, je vais dire, de la télévision de faire œuvre utile, de faire société, de Oui. jouer donc son rôle de quatrième pouvoir qui va venir s'opposer notamment au pouvoir politique et économique. Et avant qu'on se quitte, j'ai envie de savoir, est-ce que ça se peut toujours? Y crois-tu, toi, Marie-France Bazot? Oui, j'y crois. Et ce n'est pas à toutes les émissions de le faire, puis ce n'est pas à tous Mhm. les animateurs et animatrices de le faire, mais il doit y avoir dans une programmation, et on revient encore au programmateur, il doit y avoir une volonté d'élever. On veut tous s'élever, on veut tous faire société, on veut tous être solidaires. On a été étonnamment solidaires dans ce qui nous est arrivé la dernière année et on a envie que nos médias le soient aussi. Donc, tu peux l'être par ton animation, tu peux être empathique,
ou tu peux avoir une émission qui vraiment décide de fouiller les choses. Tu peux y aller avec bienveillance, tu peux y aller en étant plus rentre dedans, mais il y a une volonté en présentant de modestement en présentant de nouvelles idées ou des idées moins dans la lumière, en présentant des gens qui font des choses extraordinaires ou qui portent des idées extraordinaires. Il y a moyen, puis en chantant des chansons comme Daniel Robitaille le fait pendant toute cette Oui, année, juste en oui, présentant de la musique oui. aussi, il y a moyen de faire du bien et le bien peut être des fois réconfortant et il peut aller jusqu'à être carrément stimulant et donner envie de faire des nouvelles choses. Alors, le bien a plusieurs facettes, mais je pense qu'il faut faire le bien. Puis ça ne veut pas dire être momoune puis niaiseux, là, Mhm. puis sucré, mais il y a moyen de faire, de tisser des liens entre nous qui nous rendent une société meilleure. Je pense on le mérite, on a tout ce qu'il faut pour ça. Oui. Vraiment. On se laisse sur cette lumière. Merci beaucoup, 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 Marie-France, de t'être Merci à toi, prêtée si Vanessa. généreusement au jeu. Si on veut poursuivre la discussion, ben, on peut le faire en lisant ou en relisant. Donc, ton livre Nous méritons mieux, repenser les médias au Québec. C'est distribué chez Boréal. Merci encore et merci à toutes les personnes du public qui sont avec nous. On n'a pas pu ouvrir aujourd'hui aux questions. J'espère qu'il y aura donc d'autres moments de se rencontrer. Je vous Oui. rappelle qu'il y a la possibilité de remporter donc ce livre en vous inscrivant donc au bas de l'écran au concours. Et Marie-France Bazot, avec grand intérêt, on attendra la suite de cette promesse littéraire féconde à Oui. quatre mains qui devrait nous arriver dans les 2 prochaines années peut-être. Oui, on s'est fixé un an. Merci, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci.